Poser des questions à Cachou en fait, parce que bon, la journée c'était sur le travail, donc c'est sur les nouveaux emplois, les nouveaux, enfin tout le champ du travail avec le cannabis. Et donc je pense à une expo où on était ensemble en Espagne, où tout d'un coup j'ai découvert qu'il y avait une foire énorme, que c'était des entrepreneurs de toutes sortes. Je sais pas, qu'est-ce qui vendait là, c'est quoi ces nouveaux métiers qui existent déjà alors que c'est quand même une plante qui continue d'être interdite. Bonjour à tous et à toutes. On peut replacer un peu dans le contexte parce que ça remonte, cette économie-là, elle remonte on est en 2017, donc à une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années. À l'époque, le cirque avait... Oui. Alors le cirque, c'est le collectif d'information et de recherche cannabis, qui est l'association, la plus ancienne association de militants canactivistes, comme on dit, créée à la suite de l'apparition d'un livre qui a eu un énorme succès, qui s'appelait Fumée clandestine, en 1992. Et dans la foulée de l'apparition de ce livre, on s'est dit qu'il était temps de faire un peu d'information réaliste sur le cannabis, puisque tout ce qui était dit dans les médias, c'était un petit peu tout et n'importe quoi. Donc on s'est un peu appuyé sur ce qui se passait dans le reste de l'Europe, notamment en Angleterre et aux Pays-Bas, en reprenant les informations qui circulaient dans le milieu de la réduction des risques sur le cannabis, puisque ça existait déjà, avec des textes d'explication, des petits fascicules d'explication sur les modalités d'usage récréatif, mais aussi avec réduction des risques du cannabis. Donc on a commencé par faire ces traductions de textes, et puis par faire des petites actions, mener des petites actions plutôt provocatrices. La première chose que nous avons fait, c'est en allant chez mon dealer, en fait, il m'a avoué s'être fait carotter par son revendeur au-dessus de lui. Et il s'était fait refourguer une résine d'extrêmement mauvaise qualité, ce qu'on appelle le Tchernobyl. Du coup, il nous l'a donné à l'époque, et on l'a coupé en petits morceaux, on a fait des barrettes et on l'a envoyé à tous les médias sur Paris. Et ce qui s'est passé, c'est que personne n'en a parlé, excepté Actuel, le journal de l'époque, qui existait encore à l'époque, Actuel, qui a pris ce petit échantillon. Alors on l'avait présenté dans un panneau danger, avec écrit on expliquait aux journalistes qu'est-ce que penserait un amateur de bon vin s'il trouvait une piquette dans son magasin, quoi. Donc le journaliste Laurent Pénisson s'est rendu aux Pays-Bas, a fait analyser la résine en question, qui n'était pas de la résine. Il y avait tout sauf du shit dedans. Et à partir de là, on a eu des articles, et on a commencé à se faire un peu connaître. L'autre action la plus mémorable qu'on ait fait, ça a été de distribuer, de rédiger déjà un livre aux éditions de l'Esprit Frappeur qui s'appelait Du cannabis et de ses autres... je me rappelle plus, ça c'est Mémoire de poisson rouge de cannabinophile. Donc un livre qui était un pamphlet libertaire sur la question de la régulation du cannabis, et on l'avait envoyé accompagné d'un pétard aux 577 députés de l'époque, ce qui nous avait valu non pas un succès en librairie, mais un succès devant les tribunaux. Grâce à Madame Boutin et son complice, je ne sais plus comment il s'appelait. Donc voilà, on en était là, mais c'était des actions un peu provocantes qui permettaient un peu de lancer le débat. Mais entre-temps, on n'a quand même pas fait que ça, on a réfléchi. Donc ça fait 25 ans qu'on est sur le sujet, sur le terrain. Et pour revenir sur la question du cannabis business, à partir des années 97, de l'année 97, on s'est aperçu qu'en termes de réduction des risques, à la suite de la campagne de la MILD, à l'époque qui était l'institution gouvernementale qui travaille sur les drogues, et surtout sur la prohibition, ils avaient lancé une campagne sur la réduction des risques
lié au cannabis, et on l'a détourné, un petit peu comme le faisaient les situationnistes, on l'a détourné en expliquant que la meilleure réduction des risques pour un cannabinophile, c'était de produire lui-même son cannabis pour éviter les réseaux criminels d'une part, et puis surtout de se faire emmerder par les contrôles policiers. Et donc on a lancé le mode d'autoproduction, enfin la mode de l'autoproduction, avec d'autres camarades. Se sont créés les premiers magasins, les premiers gros shops, avec une forte impulsion de la part des Pays-Bas évidemment. Les premiers gros shops qui proposaient les conseils, le matériel pour jardiner, puisque tout ce matériel-là est forcément, il est accessible légalement. Et ce magasin s'appelait Chanvre et Compagnie, il était à Montreuil-sous-Bois, c'était le premier magasin associatif militant qui parlait de chanvre globale, puisqu'on est sur cette question-là, puisque le cannabis et le chanvre, hein, c'est la même plante. Il y en a qui parlent latin, il y en a qui parlent français. Nous, on parle français, on dit chanvre plutôt. Mais le cannabis, donc cannabis sativa, elle, c'est celui aussi qu'on cultive pour faire des tissus, comme ça, pour refaire de l'alimentaire. Et tout un tas d'autres produits comme l'isolation, etc. etc. Donc la question qui était intéressante, enfin ce qui s'est produit dans les années 97, c'est qu'effectivement il y a tout un marché, une économie qui s'est mise en place, qui existait déjà dans d'autres pays, mais qui était très novatrice en France. Qui regroupait dans un premier temps tout ce qui était matériel pour le jardinage, c'est l'éclairage, c'est les engrais, c'est les pots, etc. Après, il y a des ouvrages qui ont commencé à apparaître, à être traduits, notamment avec les éditions du Lézard. Et petit à petit, à l'instar de ce qui se passait dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Espagne, je ne sais pas s'il y en avait déjà, mais des salons ont commencé à s'organiser autour du cannabis-business. On a participé à plusieurs salons en France, notamment le plus mémorable, c'était à la Halle de la Villette. On avait loué carrément la Halle de la Villette pour faire un énorme salon du cannabis. On en parlait ouvertement. À l'époque, les autorités étaient un petit peu, comment dire, pas bienveillantes, mais plutôt, enfin, ouverte, pas fermée, enfin non, ils ne savaient pas trop quoi faire, quoi. Ça, c'est vraiment dans les années 90, milieu 90, et avant 2000, ouais. Ouais, après ça a dégénéré. Mais oui, à l'époque, on s'est engouffré dans une brèche, enfin il y avait une espèce de no man's land, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y avait la pression de la réduction des risques aussi par rapport aux usagers par voie intraveineuse. Donc toute la politique autour de la prévention avec le sida ou l'hépatite, et on a un peu bénéficié de ce no man's land, quoi. Il y avait vraiment Je pourrais dire un mot, c'est-à-dire que malgré tout, avec l'histoire de la réduction des risques qui s'est faite sous la menace du sida, ça a conduit à développer des recherches. Quelle est la nocivité des produits? Quelle est la nocivité des façons de consommer? Et jusqu'à présent, le cannabis avait échappé en fait aux recherches. Je veux dire, c'est vrai que c'est une plante extrêmement complexe dont on commence à découvrir seulement toutes les propriétés. On sait que il y a d'un côté le THC. Alors tu me corriges si c'est faux. Le THC, c'est-à-dire le principe actif qui donne des effets qui défoncent. Voilà. Et d'un autre côté, il y a tous les cannabinols qui, eux, ont plusieurs fonctions, dont il y en a peut-être une centaine, et on en a étudié pour le moment 3 ou 4. Et c'est la combinaison de ça qui fait que ça a des fonctions multiples, dont des fonctions thérapeutiques. Et je dirais que ces fonctions thérapeutiques, elles ont été découvertes dans la pratique, pas par la recherche, parce que les gens qui fument se rendent compte que ça les soulage, ça fait qu'ils se sentent moins anxieux, plus sûrs d'eux, enfin ça a différents effets. Ça peut aussi avoir des effets négatifs, je tiens à le dire avant.
comme tout, voilà, que c'est exactement comme tout médicament. Et je crois que là-dessus, il y a une très mauvaise information parce que ce qu'on ne dit jamais, on dit que on risque d'avoir des décompensations, c'est-à-dire de devenir fou en prenant du cannabis. Et ce qu'on ne dit jamais, c'est que se sentir mal sous cannabis, c'est quelque chose, c'est une expérience très commune que beaucoup de gens ont à un moment donné, parce que le cannabis, ça exacerbe ce qu'on ressent. Et si on se sent bien, eh ben on écoute de la musique, on est amoureux, c'est encore mieux. Mais si on se sent mal, ça peut être beaucoup plus désagréable. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on est fou, ça veut dire qu'on passe un mauvais moment, un mauvais trip. Et je pense qu'il y a eu, à partir des années 2000, la volonté d'avoir quand même une information un peu plus rigoureuse. Maintenant, le développement des recherches, c'est récent, c'est en cours, et on n'en est qu'au début. Pour ce qui est de l'usage thérapeutique, les découvertes actuelles viennent effectivement de l'usage, mais il y a quand même un passif, enfin une histoire dans la pharmacopée occidentale et orientale. C'est reconnu comme un médicament pour pas mal de pathologies. Les plus récentes tiennent plus effectivement à des recherches scientifiques, notamment avec les CBD. Alors pour revenir sur les cannabinoïdes, effectivement il y a à peu près un peu plus d'une centaine de cannabinoïdes connus actuellement. Le seul qui est interdit, qui est psychotrope, c'est donc le THC, le delta-9 tétrahydrocannabinol. Sinon, ce qu'on utilise principalement, qu'on étudie principalement, c'est le CBD et le CBN. Le CBD, c'est le cannabidiol, et le CBN, c'est le cannabinol. Ils sont très intéressants, surtout au niveau du cannabidol, parce que on s'est aperçu que dans le cadre des développements de variétés fortement psychotropes, donc contenant énormément de THC, les phases de psychose dans la consommation de ces substances-là étaient assez élevées. Bon, c'est toujours dû à la prohibition, hein. On va essayer de faire des produits de plus en plus concentrés pour en avoir un minimum sur soi, pour qu'il y ait un gain au niveau des effets. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouverait pas si on régulait, puisqu'on pourrait avoir vraiment des produits très, très divers. Et du coup, là récemment, les généticiens, ceux qui font de la sélection génétique, hein, des plantes, commencent à s'intéresser au cannabinol, qui lui a un effet compensateur par rapport au THC. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a une synergie entre les différentes molécules, et en l'occurrence, lorsqu'il y a un taux de cannabinol de CBD donc plus élevé avec le THC, on évite ces phases de psychose. Et actuellement, on recherche à faire aussi des plantes qui ont surtout du CBD, très peu de THC, pour d'autres effets qui sont au niveau musculaire, anticancérigènes, puisqu'on s'est aperçu notamment qu'il y avait des effets du CBD pour pousser au suicide les cellules cancéreuses. On l'utilise également pour des pathologies type... comment ça s'appelle, les crises d'épilepsie, notamment la plus grave. Oui, d'ailleurs sur l'épilepsie, je voudrais dire, c'est juste anecdotique, je te coupe. Si on avait deux machins comme ça, non, il n'y en a qu'une qui marche. Bon, c'est dommage. Ah bon? Waouh. Oui. Ah bon, bah, parfait, voilà. Et donc on l'a découvert au Colorado, parce qu'il y a des parents dont les enfants sont épileptiques, qui se sont mis à déménager au Colorado parce que le cannabis était le seul médicament qui soulageait leurs enfants. Et donc, autre effet thérapeutique découvert dans la pratique au Colorado, c'est que ça a diminué le nombre de prescriptions d'anxiolytiques et de somnifères. Alors, on ne parle pas des neuroleptiques, je ne sais pas pourquoi, c'est pas étudié, mais en tous les cas, sur les anxiolytiques et les somnifères, ça, on sait que ça baisse la consommation des médicaments prescrits. Donc tout ça, ça se découvre... enfin bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une rivalité, je dirais, entre l'expérience et la connaissance. Et là, on est en plein dans l'exemple typique du cannabis qui nous fait passer d'une idée à l'autre et sans aucune logique. Donc, je vais essayer de reprendre sur le cannabisness. Oui. Donc, revenons en 1997. C'est à cette époque, il y avait donc un magasin, et puis en quelques années, il y en a environ 350 qui se sont ouverts en France, qui étaient
pour très peu, parce qu'on était une poignée à tenir des magasins associatifs et militants. La plupart, c'était des magasins plutôt pour le business. Bon, forcément, avec des gérants qui, quand même, avaient une volonté de faire avancer le schmilblick. Mais ça n'a pas pris longtemps pour que des franchises se créent et que donc des chaînes de magasins gros shop se montent par la suite. Et encouragé toujours par les autres pays européens où il y avait quand même une législation un petit peu plus, pas permissive, mais tolérante, on va dire. Donc ça, c'était les années 90. Après, on a eu le retour de la droite, enfin, déjà un préambule avec Jospin, qui était plutôt un peu serré du cul à ce niveau-là. Et puis on a eu Chirac et puis Sarkozy, et là on a eu 10 années un petit peu galère. Avec la tolérance zéro, ça a été une catastrophe. Avec la tolérance zéro, avec le fait que nous, en tant qu'usagers de cannabis, on se retrouvait un petit peu isolés, étant donné qu'on ne chope pas le sida, on ne chope pas l'hépatite avec. Donc pour la réduction des risques, on ne parlait pas encore trop de l'usage de la vaporisation ou d'autres modes de consommation que la combustion. Donc on s'est retrouvé un petit peu isolé avec... Je vais poser une petite critique par rapport à la réduction des risques et nos camarades. Au début des années 90, quand on a monté le cirque, on a rejoint Limiter la casse qui venait de se créer, et on faisait également des réunions pour monter une association anti-prohibitionniste qui revendiquait la légalisation de toutes les drogues. Et puis les camarades de la réduction des risques, à un moment... sont tombés dans la subvention un peu et dans le comment. Ouais, il y a eu une espèce de perversion avec les laboratoires et avec l'État qui ont commencé à les financer pour des programmes d'échange de seringues, ce qui était très bien, des programmes de produits de substitution, de distribution, ce qui était très bien aussi, sauf que du coup ils sont retrouvés un petit peu enchaînés et pris dans cette voie-là. Et toute la partie anti-prohibitionniste, militante, activiste autour de ça a disparu. Donc nous, cannabinophiles, on s'est retrouvés un petit peu isolés, un petit peu seuls. Et c'est les années surtout 2000 qui ont été super pénibles. Jusqu'à ce que tout d'un coup une ouverture nous arrive de l'endroit où on s'y attendait carrément pas, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Voilà, et depuis, effectivement, il se trouve que la question du cannabis ne pose plus autant de problèmes, et pour en revenir au cannabis business, on a là l'exemple déjà de ce qui peut se faire dans un cadre illégal, un énorme marché qui existe et qui est pour l'instant encore limité en France au fait que donc, le chanvre est interdit, le chanvre psychotrope, mais qui donne déjà une idée du potentiel qu'il peut y avoir au niveau économique et au niveau travail pour une partie de la population, et puis aussi pour celle qui est déjà impliquée dans le business illégal et pour lequel il va falloir aussi réfléchir. Oui. Donc c'est déjà un secteur professionnel, un secteur industriel qui est déjà très important, mais oui, je veux dire, qui ne s'imite pas d'ailleurs aux effets du cannabis, puisqu'il y a des vêtements, il y a des, il y a des matériaux, il y a de la bière, on peut en manger, on peut en le boire. Tu faisais référence à Expo Gros, donc, qui est un énorme salon qui se déroule au Pays Basque au mois de septembre, qui est organisé par un Français qui est installé depuis quelques années en Espagne et qui a monté une société qui fait de la distribution de produits, enfin de tout ce qui est pour les gros shops, les magasins de jardinage, et qui a décidé d'organiser ça juste de l'autre côté de la frontière, à Hendaye, de la frontière française, pour pouvoir attirer des Français, puisque maintenant c'est très difficile d'organiser des salons de ce type-là parce qu'on se fait emmerder systématiquement par les autorités quand on arrive à avoir des autorisations pour les organiser. Donc il fait ça chaque année, et je vous invite à vous rendre sur notre chaîne de télé. On a une chaîne de télé sur YouTube qui s'appelle CIRC avec un S TV, donc c'est IRCS et plus loin TV. Et on a participé il y a quelques mois, c'était au mois de novembre, à l'émission Vox Pop sur Arte, qui était consacrée à la légalisation en Europe. Christian en était. Et donc justement le patron de cette société en Espagne est interviewé. Il explique effectivement qu'il a un chiffre d'affaires de, je crois que c'est de l'ordre de 20 millions d'euros par an,
en pleine expansion. Hein. Ils disent que c'est une augmentation de 10 à 20% par an. Et là, on parle d'une activité légale, on ne parle pas encore de la production de l'herbe thérapeutique ou récréative. Donc déjà, ça donne une idée. Bon, c'est pas un marché qui augmentera, au bout d'un moment, ça se calmera, c'est forcé, hein, c'est l'économie, c'est comme ça. Mais il y a quand même un potentiel au niveau emploi et au niveau rentrée de sous, et pour l'État. Oui, oui, oui. Donc, Et alors pour revenir aussi au chanvre, donc le chanvre dans sa globalité, c'est effectivement le bâtiment qui a beaucoup relancé la culture du chanvre en Europe, avec l'utilisation de la tige et de la chêne-vote. De la fibre pour faire des tissus, c'est pas encore très développé parce que la filière est surtout destinée à la question au coton et au lin. En ce moment, on travaille avec des camarades sur la mise en place en open source de machines, d'accès en open source de machines pour faire du défibrage de la tige, pour faire des tissus. Il y a une société qui s'est montée sur la Gironde, qui s'appelle Chanvre d'Atlantique, et qui est financé en grande partie par tout le milieu surf, qui est depuis des décennies un adepte du cannabis récréatif, et qui est très intéressé par les questions écologiques et les fringues. Donc c'est toute cette filière de fringues qui est en train de financer la filière textile française. Donc ça va prendre encore beaucoup de temps parce que c'est beaucoup d'investissement. Moi personnellement, je travaille dans la filière alimentaire, en agriculture biologique. Je suis transformateur avec ma compagne. On encourage les agriculteurs à produire du chanvre, du chêneville, c'est le nom de la graine de chanvre, et on le transforme. On a une presse, on fait de l'huile, des huiles, on fait de la farine, des tourteaux pour le bétail, des condiments, des choses comme ça, et on distribue sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes en commerce équitable. Et des alternatives aux sacs en plastique, vous avez fait ça aussi? Ah non, non, ça mais en tout cas, ça faut le dire parce que c'est très important. Bah, le souci avec les plastiques d'origine végétale, c'est qu'ils posent exactement le même problème que. Bon bah, ouais, ils ne se compostent pas, c'est encore une escroquerie de l'industrie. Ouais. Si tu les mets dans ton compost, tu vas retrouver des particules dans tes tomates. Bon, je suis très déçue. Oui, c'est décevant. Non, rien ne vaut le papier, ou même le papier de chanvre, mais ça revient un peu cher quand même. Oui, oui. Et je pensais, parce que là, on a fait un tour rapide, on répondra peut-être plus aux questions, mais ça serait peut-être bien quand même, puisque nos camarades espagnols ne sont pas là. Non, pas de prendre l'accent, mais de raconter l'histoire des cannabis clubs. Tu le connais? Il était une fois. Je connais, j'en ai entendu parler. En fait, je ne me suis pas personnellement super intéressé au sujet. Ce que j'ai compris, c'est que, a priori, les Espagnols ont trouvé des brèches dans la législation permettant de... Bon, déjà, il y avait une tolérance au niveau de l'usage depuis la fin des années Franco, puisque l'usage a été dépénalisé à partir de la mort de cette pourriture. Non, elle n'a jamais été pénalisée. Dépénalisée? Ah, ça n'a jamais été pénalisé. C'est le gros avantage de l'Espagne. Donc l'histoire de la dépénalisation de l'Espagne, ça c'est complètement bidon. D'accord. Ça n'a jamais été Movida, pénalisé. Tout ça n'a rien à voir. Bah si, la Movida, ça a à voir. La Movida, ils se sont mis à consommer des drogues, mais ça n'était pas, l'usage n'était pas pénalisé. D'accord, c'était une coïncidence. Voilà, oui, c'est une coïncidence. Comme quoi on en apprend tout le temps. Oui, oui. Et en tout cas, à partir de la mort de Franco, malgré tout, donc il y a eu cette explosion. Voilà, c'est souvent d'ailleurs dans les moments de grands changements sociaux, les gens se mettent à consommer beaucoup de produits psychotropes. Avec la révolution industrielle, ils ont consommé de l'alcool. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt les drogues illicites et alcool, parce qu'on n'a pas renoncé à l'alcool pour autant. Alors, a priori, il serait donc vraiment mis dans une brèche légale qui leur permettait en fait d'organiser un mode de production autour de clubs privés. C'est-à-dire qu'un groupe d'adultes consentants pouvait se réunir et mettre en commun des moyens pour produire du cannabis et le consommer à des fins récréatives ou thérapeutiques, peu importe, mais entre eux, dans la mesure où ils font partie de ce club. Et du coup, évidemment, tout d'un coup, la création de ces clubs
Enfin, ça a explosé, notamment en Catalogne, maintenant aussi beaucoup au Pays Basque, mais de façon, alors j'emploierai pas ce mot-là parce que c'est un peu le dévoyer, de façon pas anarchique, mais plutôt bordélique, ce qui n'a rien à voir. Et du coup, il y a eu au moins autant de Cannabis Social Club que de magasins de gros shop en France. Je vous parlais de 350, mais il y en a eu des centaines également de Cannabis Social Club qui se sont montés, et avec les abus aussi. Donc l'État catalan a dû mettre un peu en coupe, mettre un peu d'ordre dans cette histoire. Mais voilà, en gros, c'était ça le principe du Cannabis Social Club, c'était de privilégier une organisation autogérée d'individus adultes majeurs qui est consentant donc pour se procurer quotidiennement ou mensuellement une certaine quantité de cannabis. Merci à tous les deux. Alors on va lancer le débat. Si vous avez des questions, il ne marche pas celui-là. Merci Vincent, c'est sympa. Alors merci à tous les deux. On va lancer le débat avec vous dans la salle. Je pense qu'il y aura quelques questions. Le sujet doit vous intéresser quand même. Je vois pas. Enfin, je pense que dans ce quartier, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est justement la reconversion pour les gens au niveau du travail. Si demain on avait la légalisation du cannabis, comment on va pouvoir gérer toute l'économie, etc., qu'il y a dans les cités? Alors, moi, j'ai une petite idée, mais je vous en parlerai pas. Donc, pour l'instant, si vous avez des questions à poser, je vous en prie. Moi, il y a plein de choses que je comprends pas. Je sais qu'en ce moment, il y a quelques candidats qui veulent légaliser le cannabis s'ils sont acceptés en tant que président. Et j'ai appris quelque chose récemment, c'est qu'au Canada, ils ont ouvert une université pour les jeunes pour cultiver le cannabis bien comme il faut. Et donc, ça veut dire qu'il y a des emplois pour ces jeunes-là. Et aussi, je trouve qu'en France, il y a plein de magasins qui vendent de quoi planter des graines avec les objets, les éclairages, tout ça. Et je comprends pas pourquoi nous, on est derrière tout ça, on est à la ramasse. Et puis c'est tout. Je voudrais qu'on me réponde à tout ça, quoi. Au niveau des politiques, on peut parler de l'acheter, déjà. En fait, la question est de savoir pourquoi on maintient la prohibition actuellement. Il y a plein d'intérêts divers et variés qui sont de l'ordre des intérêts mafieux, des intérêts politiques. Et au niveau des intérêts politiques, le principal, c'est quand même cette relation assez ambiguë avec l'État du Maroc, qui finance la plupart des partis politiques. Ouais. Avec l'argent qui vient du RIF et qui vient du trafic organisé par les proches de Mohamed VI, qui sont les militaires. Et je crois que tant qu'on en restera à cette politique de tolérance vis-à-dis du Maroc et des politiques, oui, enfin, moi, ça ne me paraît pas le moteur principal, parce qu'en fait, si tu veux, il y a quand même une chose qui... oui, je ne dis pas que ça ne joue pas. Hein. Quand tu vois la réaction de Chirac, qui a montré au moment justement quand il est revenu au pouvoir, qui a pointé du doigt, stigmatisé les Pays-Bas, alors que de l'autre côté, il allait chercher des valises pour financer ses campagnes au Maroc. Oui. Non, mais d'accord. Mais c'est quand même une question centrale de savoir pourquoi on maintient la prohibition. Et comment... c'est complexe. Et d'ailleurs, c'est à quoi ça sert? Bon, l'objectif principal, c'était de limiter le nombre de consommateurs. Bon, ça, on sait que ça ne marche pas. C'est-à-dire que la loi, c'est très important d'en tirer les conséquences, mais la loi ne limite pas le nombre de consommateurs. Bon, la plupart de nos voisins en Europe ont dépénalisé l'usage de drogue, et pourtant, ou l'usage du cannabis spécialement, ça dépend des pays, mais ça n'augmente pas le nombre de consommateurs. On nous a dit, en Espagne, ça a été libéralisé, donc ça a augmenté. Non, ça a augmenté, mais la preuve, c'est qu'aujourd'hui, en Espagne, on est au même niveau. La France a dépassé l'Espagne. C'est-à-dire, ça a augmenté en Espagne au moment de la mort de Franco, parce que ça a été un moment de libération, et que ce moment de libération s'est accompagné de consommation de drogue, mais ce n'est pas une question de loi.
Donc la question, c'est à quoi ça sert? Et cette question-là, elle s'est posée en particulier aux États-Unis. Je vais finir là-dessus parce que je pense que c'est important de comprendre ça. Ça s'est posé aux États-Unis avec la prise de conscience de l'incarcération de masse des Blacks. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça a été une prise de conscience très lente, parce que ça remonte, en fait, le début de l'incarcération de masse aux États-Unis, ça remonte aux années Reagan, hein, milieu des années 80. Au moment d'ailleurs où de la conversion à la libéralisation de l'argent, hein, d'un côté. Et d'un autre côté, une montée de l'incarcération de masse, justifiée par toute une propagande avec la passion de punir, pour reprendre le titre d'un très beau livre qui vient de sortir. Il y a l'administration Nixon aussi quand même qui est, oui, mais bien sûr, mais c'est ouvertement raciste. Oui, l'administration de Nixon a lancé le truc, mais la machine d'incarcération de masse qui a donné 50 millions d'incarcérations, donc si vous voulez, plus que les camps staliniens, hein, donc il y a aujourd'hui plus de gens sous les barreaux. Pourquoi je citais la passion de punir? Parce qu'il y a aujourd'hui, c'est un livre que vient de sortir Didier Fassin, qui a travaillé sur les prisons. Et donc, lui, ce qu'il constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de monde sous les barreaux qu'il n'y en a jamais eu antérieurement. C'est-à-dire, si on ajoute Staline plus les Allemands, plus Hitler. Donc, bon, il s'est passé quand même quelque chose qui est parti des États-Unis, qui est devenu mondial. Alors, c'est sûr que nous, en France, on n'a pas le même taux d'incarcération, mais malgré tout, si on regarde l'incarcération, je dirais, dans les quartiers chauds, c'est-à-dire, par exemple, dans les quartiers nord, on peut avoir, comme aux États-Unis, ils ont 1 noir sur 4 qui est sous mesure judiciaire. Moi, je me demande, ça serait à étudier, dans les quartiers nord, combien il y a de jeunes. Alors, on dit les jeunes des cités, mais enfin, il faut aussi être clair, parce que chez nous, c'est pas des blacks, c'est plutôt des beurs, ou en tous les cas, c'est des blacks et des beurs. Et quand on voit en prison, il n'y a pas de problème, il y a quand même une sélection qui se fait à partir des interpellations. Et donc, il y a une fonction, malgré tout, de cette prohibition qui est utilisée pour un contrôle social de ces populations. Et c'est ça, c'est une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont rebasculé, parce que le jour où il y a eu cette prise de conscience qu'il y avait quand même 50 millions de personnes qui ont été en prison pour rien, parce que ça n'a pas limité le nombre de consommateurs, ça a seulement augmenté la violence des mafias. Voilà, les effets principaux. Et donc, cette prise de conscience, c'est ça qui a fait la bascule, avec le fait qu'il y avait des gens qui étaient déjà tout prêts à prendre le commerce en main. Ouais, pour revenir aux années 80, effectivement, aux États-Unis, il y avait, me semble-t-il, 7 fois plus d'interpellations, d'arrestations et d'emprisonnements d'Afro-Américains qu'il y en avait à la même époque en Afrique du Sud. Enfin, pas d'Afro-Américains, mais de Noirs. C'était de l'ordre de 500 et quelques en Afrique du Sud et près de 3000 aux États-Unis. Par ailleurs, j'avais une autre intervention, mais je l'ai perdue. Oui. Enfin, en tous les cas, moi, j'avais une question. Parce qu'on vit quand même en France, on a un gouvernement vachement pourri, vachement corrompu et tout ce qui s'ensuit. Le cannabis n'est toujours pas légalisé en France, mais par contre, on vend tout ce qui est utilisable pour la faire pousser, donc de la graine au lampadaire. Tout ça, c'est légalisé. On vend des feuilles à rouler, on vend des clopes super pourries, très chères. Moi, je suis contre la légalisation. Je suis plutôt pour la dépénalisation, car la dépénalisation, il y a trop de gens qui rentrent en prison parce que ce sont des simples consommateurs ou voire des petits trafiquants. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de précarité, et puis c'est un moyen de débrouille facile. Voilà. Et je veux savoir pourquoi le gouvernement français, tellement hypocrite qu'il est, il continue à vendre des produits, tous les produits dérivés pour fabriquer du cannabis, mais par contre n'est pas capable de le légaliser ou voire le dépénaliser tout simplement.
il ne vend rien. C'est simplement que la loi n'interdit pas d'acheter de la terre, des engrais, des pots, des lampes. C'est impossible de légiférer autour de ça, quoi. C'est complètement ridicule. Pour revenir sur la question que tu posais par rapport au fait qu'on trouve ce matériel et puis les graines notamment, pour ce qui est des graines, il n'y a aucune législation. La graine n'est pas interdite en soi du moment qu'on ne l'utilise pas pour faire pousser la drogue. Du coup, elles sont vendues dans le commerce comme des graines de collection. Moi personnellement, quand j'avais mon magasin à Montpellier, je vendais ce qu'on appelait des graines à oiseaux. Alors la loi à l'époque, elle était très spécifique. On avait le droit de vendre, parce qu'en fait, pour le chanvre en France, on a une vingtaine de variétés qui sont légales, qui sont garanties à 0,2% de THC. Faut savoir une chose, c'est que pour obtenir 0,2% de THC sur un plant, il faut attendre que la plante soit en train de mourir au sol, qu'elle ait perdu toutes ses graines. Là, on a des chances d'avoir une plante légale. Ce qui veut dire que tous les 15 000 à 20 000 hectares de chanvre qui poussent actuellement en France sont des stupéfiants. Il y a plus de 0,2% de THC, il peut y avoir 1%, 2%, c'est pas énorme. Mais aux yeux de la loi, ce sont des stupéfiants. Et ce qui s'est produit il y a quelques années, c'est que bon, souvent les champs sont un peu pillés par les jeunes qui voient de la bœuf pousser, donc ils s'affolent, ils prennent ça, ils le fument, ça leur fait mal au crâne, et puis des fois ils sont topés. Et quand ils sont topés, il y a analyse du produit, et là on s'aperçoit qu'effectivement c'est au-delà de 0,2% de THC. On a eu le cas dans l'arrière-pays niçois avec un agriculteur qui s'était fait arrêter pour ça, puisque des jeunes s'étaient fait choper, et qui du coup était passé devant le tribunal, sauf que lui, le contrat qu'il avait avec son chanvre, c'était avec la Banque de France, puisque les billets que vous avez dans les poches contiennent du chanvre. Le dernier en date, c'était celui de 5 euros. Les premiers billets de 5 euros n'étaient pas très solides, ils se froissaient vachement, et ils ont changé en fait la recette, ils ont rajouté du chanvre comme dans les autres, et depuis il est un peu plus solide. Nous, ce qu'on dit, c'est que le cannabis, c'est un cochon végétal dont on prélève à la fois les œufs, le lait et la laine. Tout est bon dans le chichon, c'est un peu notre slogan. Voilà. Donc voilà, le chanvre, il y a ces histoires donc de graines qui sont autorisées. Et pour revenir à ma petite histoire, à l'époque, donc, il était possible de vendre des variétés de cannabis illégales dans la mesure où elles venaient d'un autre pays que la CE et mélangées à d'autres graines. Et du coup, moi, je faisais le business avec la Suisse qui me fournissait, j'avais des copains suisses qui me fournissaient des graines, un mélange de graines avec du tournesol, du maïs, tout bio, vendu comme des graines à oiseaux, avec écrit simplement dessus qu'il ne fallait pas les trier ni les faire germer. D'accord. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est que quand on va au tabac, par exemple, et qu'on prend des feuilles OCB, moi j'ai appris que par la suite, le directeur de OCB, c'était Le Pen. Enfin, si, il y a un article qui dit... Et le pire, c'est qu'on vend des feuilles longues. Je sais pas, mais maintenant, il n'y a plus personne qui se fait des clopes avec des feuilles longues quand même. Les feuilles longues, maintenant, ça sert à se faire des joints. Enfin, dans le tabac, on vend plein de choses qui servent à fumer. Oui, bien sûr. Mais maintenant, on peut c'est interdit de fumer dans la rue, alors qu'on vend des grinders, des banques, n'importe quoi dans le tabac, alors que c'est ouvert à tout public. Bien sûr. Et ensuite, balances. Ensuite, j'avais une autre question, c'est que ça, je sais pas si c'est vrai, mais je sais que par exemple à la Castellane, quand ils se font saisir, quand il y a 6 camions de CRS qui viennent saisir les guetteurs, les charbonneurs, tout ça, l'argent apparemment va à l'État. Les saisies. Non, je crois pas que ce soit encore le cas comme aux États-Unis où les saisies, c'est pour ça qu'ils étaient fortement encouragés aux États-Unis à réprimer, parce que les saisies des dealers et tout le business revenaient en fait au budget du commissariat ou du service de police qui était responsable des arrestations. Non, ce qui se passe principalement lorsque il y a des effets médiatiques avec des interventions policières dans des quartiers, c'est surtout que pendant un jour ou deux, le business disparaît. Et puis finalement ça revient pire, parce que souvent c'est des gens d'autres quartiers qui viennent et puis s'imposent avec des armes pour pouvoir reprendre le marché. Enfin, ça déclenche de nouvelles guerres et de nouveaux règlements de compte, quoi. Et Christian ? Non, sur les saisies, depuis 2010, effectivement, les biens saisis, si on n'arrive pas à prouver que c'était avec
de l'argent légal, eh bien, c'est confisqué, c'est le terme juridique, c'est confisqué, revendu, et ça va dans le budget de l'État. Et ça nourrit le budget de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Donc ils ont tout intérêt à maintenir une forme de... Non, les drogues non, mais tous les biens matériels, la bagnole, l'appart, la maison au Maroc, la maison en Espagne, le compte en banque, etc. Et il faut savoir que le fisc fait un redressement fiscal sur les impôts sur le revenu non payés. Donc si le fisc évalue que le trafiquant a perçu pendant 5 ans environ 100 000 euros de revenus, eh bien il va toquer à la porte de la prison et il dit « Monsieur, vous nous devez tant ». Et donc c'est la double peine, quoi. Pardon ? La mafia de la mafia. Mais c'est la double peine, enfin, bon. Ah, mais là, on est même dans des quadruples peines, hein, entre les questions de permis de conduire qui sont retirés. Non, moi j'avais une question, juste une question pour rebondir. Effectivement, que ce soit en Californie ou au Canada, il y a des universités du cannabis qui se créent. Ce qui pose la question des compétences. Quelles compétences faut-il, Cachou, pour être dans le cannabis business, pour un jeune ? Il faut avoir un peu le sens des affaires dans un premier temps, mais ça dépend à quel niveau tu te situes, parce que dans les compétences, il y a le côté purement commercial. Voilà. Après, pour jardiner, il faut avoir la fibre verte, faut être un amoureux des plantes. C'est de l'agriculture, hein, ni plus ni moins. C'est de l'agriculture. Donc, à partir de là, c'est ce qui s'est développé justement donc depuis la création des gros shops, c'est que beaucoup de gens se sont mis à se passionner pour cette plante. Jusque-là, ils l'avaient que sous forme de résine. Tout d'un coup, ils ont découvert que c'était une plante et se sont vraiment des passionnés. Nous, on appelle les cannabiculteurs. On a inventé pas mal de mots depuis 25 ans pour démontrer que c'est rentré dans nos mœurs, comme donc cannabistro pour les coffee shops, cannabinophile, cannabiculteur. On a mis du cannabis dans beaucoup de mots. Et oui, il y a vraiment des gens qui se sont passionnés, qui se sont découverts une passion pour cette plante et qui ont commencé à développer à la fois des techniques de culture, à les améliorer, les perfectionner, et puis à faire de la recherche sur la sélection génétique. On parle souvent dans la propagande prohibitionniste d'OGM dans le cannabis. Il n'y a pas d'OGM dans le cannabis. Les OGM, ça nécessite des laboratoires, ça nécessite des généticiens, ça nécessite énormément de pognon. Et à ce titre, jamais les autorités n'ont pu démontrer qu'il y avait un gène étranger qui avait été introduit dans un plant de cannabis. Alors, la seule modification... Oui, mais il y a une sélection des plantes. Il y a une sélection comme on l'a fait avec les tomates, avec n'importe quelle plante maraîchère. Elles sont simplement sélectionnées. C'est des sélections entre les mâles et femelles. On cherche les spécificités génétiques des plantes, mais on n'introduit pas de gènes. Oui, il y a une sélection génétique, mais qui n'inclut pas une sélection, tout à fait, ouais. La seule modification génétique qui existe avec le cannabis, c'est avec la colchicine. Mais on l'a pratiqué également avec toutes les plantes maraîchères. La colchicine, c'est un poison. Donc on prélève le bulbe de colchique, on le fait macérer et on laisse tremper des graines dedans et ça va modifier la structure génétique de la plante qui, dans un premier temps, ne va ressembler à pas grand-chose et puis par la suite, elle sera un petit peu plus puissante. Mais c'est juste, c'est une modification naturelle qui se retrouve à l'état naturel. Il n'y a pas de manipulation en laboratoire. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur l'intérêt de la non-légalisation du cannabis par le pouvoir, on va dire. On a parlé du côté répressif, mais il y a un double langage. Hein. Les cars qui vont débouler, quand tu dis 6 cars, tu es minimaliste, parce que c'est des dizaines de cars, le quartier bouclé et compagnie. On va faire un gros coup répressif pour les médias. Mais d'un autre côté, ça arrange beaucoup aussi les autorités, ce marché. Parce que ces quartiers dits chauds, c'est aussi les quartiers qui connaissent le plus la précarité, qui connaissent le plus le chômage, et que cette économie parallèle, les flics sont parfaitement au courant de qui, que quoi, comment ça se passe, mais c'est une façon aussi d'acheter la paix sociale dans c'est le paradoxe dans ces délirant, quartiers. Ouais, c'est affolant.
Oui. Ouais, c'est pour ça que ça serait quand même une bonne idée de pouvoir favoriser la réinsertion des gens qui ont acquis des compétences dans le produit, parce que c'est quand même un produit extrêmement complexe, donc c'est intéressant de le connaître, de savoir ce qu'on vend, d'être capable de... Et pour les gens qui ont acquis cette compétence-là, y compris dans le marché illégal, ça serait quand même bien qu'ils puissent réinvestir le marché légal. C'est ce qu'ont fait les Pays-Bas, puisque c'est ce qu'ont fait les Pays-Bas. Beaucoup de gérants des coffee shops sont des trafiquants à la base, quoi. Enfin, ils le sont toujours puisque la loi n'a pas légalisé là-bas, hein, de toute façon. Mais pour ça nécessite un préambule à la régulation. C'est une amnistie totale des personnes qui sont impliquées dans le business actuellement, dans la mesure où ils ne sont pas impliqués aussi dans des crimes de sang. C'est ce que nous on prône, hein. C'est vraiment les gens qui ont ces compétences-là, ils doivent pouvoir être amnistiés afin que ne se produise pas ce qui s'est produit au Colorado, c'est-à-dire qu'ils ont interdit aux individus qui ont des casiers judiciaires l'accès à des licences. Ce qui fait que, en matière de réinsertion, c'est pas terrible, quoi. Et en France, on peut y échapper, justement, donc en faisant cette amnistie et en permettant ensuite aux individus qui souhaitent s'y employer à monter leur business. Enfin, on voit, il y a des magasins, il y a des kebabs, il y a des magasins de streetwear, il y a des magasins de téléphones portables, etc. Donc ils peuvent s'occuper de... Il y a encore deux questions et on a juste 5 minutes. Donc il y a une question ici et il y a aussi la... Non, moi c'est pas des questions, c'est rebondir sur ce que vous avez dit. Ah, d'accord. Parce que je suis un vrai consommateur. Oui. Je préfère mieux fumer un joint que prendre des substances illégales, c'est-à-dire des cachets. Je suis mieux dans mon teston, décontracté. Bon, pour revenir, tu avais dit, vous avez dit... Non, tu, c'est pas de problème. Moi, j'ai pas de tu, mais je dis tu. Tu avais dit, à un moment donné, tu as mélangé les USA, les Allemands. C'était deux guerres qui étaient différentes. Oui. Hitler, c'est du fascisme. Oui. Comment peux-tu mélanger... Non, c'est en termes de statistiques d'emprisonnement. En termes d'incarcération, c'est pas une comparaison politique. Hein. Ah non, mais c'était pas une question de politique, c'était pas le même contexte. Oui, oui. Non, c'était juste pour attirer, c'est juste pour attirer l'attention sur le nombre d'incarcérations qui sont liées aux drogues. C'était pas la même histoire. Non, c'est pas la même histoire, mais c'est quand même beaucoup de monde sous les prisons. C'est une comparaison, c'est pas un mélange. Ah. Oui. Et la deuxième, c'était envers ce que tu as dit. Je suis consommateur et leur histoire aux USA, c'est leur histoire. Si la France a été premier pays signataire pour l'Europe, il faut légaliser. Rentre dans le jeu de la Suisse qui a refusé de rentrer en Europe. Hollande a dit oui. Les autres pays nordiques ont dit oui. Chez eux, c'est légalisé. Vous allez en Suisse, vous allez en Hollande, ils donnent pour la médecine. Il vaut mieux fumer un joint ou prendre de la cocaïne ou un LSD que prendre un médicament. Parce qu'un médicament, il est trafiqué, que ça, c'est naturel. Voilà, madame. Je voulais... on parlait de l'hypocrisie de la France. Depuis le 1er janvier 2014, il y a un médicament qui a été autorisé à la mise sur le marché qui s'appelle le Sativex, qui contient du THC et du CBD. Il a été légalisé par la France, autorisé à la mise sur le marché. Pas par bonne volonté de nos gouvernants, hein, simplement parce que la communauté européenne l'avait autorisé, et donc c'est un décret européen qui fait que les autres pays, tous les pays de l'Europe doivent l'appliquer. Donc depuis 2014, on a annoncé, à grand renfort de médias, que le Sativex serait accessible avec d'énormes contraintes, puisque ça ne concernait que les gens atteints de sclérose en plaques. En deuxième intention, ça veut dire à partir du moment où les autres traitements ne marchent pas, quand ils sont pratiquement en train de crever, quoi. C'est du délire. Donc logiquement, on doit pouvoir aller se fournir auprès d'un neurologiste en hôpital. Or, il se trouve que le médicament est toujours inaccessible depuis 2014. Officiellement, c'est parce que l'État n'arrive pas à s'entendre avec le laboratoire distributeur
pour une question de prix du médicament. Or, il se trouve que le laboratoire en question le propose à l'État français à un prix bien moins élevé que les autres pays qui le distribuent actuellement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du gouvernement, au niveau de l'État et au niveau des politiques, ça devient super compliqué d'expliquer aux gens que le cannabis est un fléau et qu'à côté de ça, on va le prescrire à des gens qui sont atteints de pathologies lourdes et que ça peut soulager ou soigner. Ouais. On est dans cette absurdité-là. Ouais. Et effectivement, si on arrivait à montrer ce que représente l'usage thérapeutique du cannabis, on montrerait des gens comme vous et moi, des gens normaux, des gens qui souffrent, qui sont aussi qui ont des métiers, qui ont des activités ou qui n'en ont pas, peu importe, mais des gens qui vivent quoi et qui ont cette béquille, voilà. Voilà. Alors, il y a encore une question. Attendez, on avait juste... Alors, je suis désolée, mais il y avait... Allô oui. Oui. Alors, je voulais juste revenir sur ce qui avait été dit. Pour moi, je pense qu'il y a des solutions à tout. Et que... au final, la santé mériterait d'être gratuite et accessible à tous. Voilà. Et qu'il y a aussi sur Terre, dans les éléments de la nature, de nombreuses recherches à faire pour que les médicaments ne soient plus avec des effets indésirables. Et on travaille aussi beaucoup sur les aspects de la non-dépendance, voilà, dépendance qui notamment est affective, souvent, à quelque chose. Voilà. Ne me regarde pas comme ça quand tu dis ça. Parce que... Bon, est-ce que là du coup... Je voudrais revenir parce que là, la béquille dont vous parlez, je pense que là, c'est là où on rejoint... Alors, elle n'avait pas intervenir, c'est pas grave, c'est les énergies qui circulent, elle le sait, c'est pas grave. Tu sais que c'est l'énergie qui circule, t'inquiète. La béquille, justement, elle vient souvent d'une dépendance affective. Est-ce qu'on peut se dire que légaliser le cannabis, c'est forcément que bien? Il y a aussi des dangers au cannabis, non, et ça reste une béquille, donc... Mais faut rester. Je pense que le juste milieu est important. Autant les prohibitionnistes, ils prétendent qu'ils vont tout régler. Autant les anti-prohibitionnistes ne prétendent pas ça. Oui. Non, on prétend juste pouvoir le gérer au mieux. Non, mais moi, je voudrais dire un mot là-dessus, c'est qu'en fait, moi, je suis favorable à la légalisation du cannabis, mais je crois qu'il faut être au clair sur l'objectif qu'on se fixe. C'est-à-dire, est-ce qu'on se fixe un objectif de gagner le plus d'argent possible, ou est-ce qu'on se fixe un objectif de santé publique? Et donc, ça ne donne pas les mêmes régulations. Donc, toute la question, c'est la façon dont on va le faire. Et ça, c'est malheureusement, on n'en est pas encore à discuter de ça, alors que c'est déterminant. Oui. Non, bien sûr, ça a aussi des effets, ça n'a pas que des effets positifs. Oui, ça a aussi des... Donc, il y a aussi une réduction des risques avec le cannabis. Bon, ça s'enflamme, c'est super. Oui. Non, attendez. Oui, mademoiselle, allez-y. C'est vous qui clôturez. Et donc je voulais répondre justement à cette question-là. Je pense que il y a, et ça a été enseigné par de nombreux maîtres et de nombreuses personnes aussi, que le détachement des biens matériels est une étape très importante de l'éveil de conscience que nous vivons en ce moment. Ok, merci beaucoup. On va passer aux ateliers. Donc, vous allez pouvoir continuer à débattre de ces questions. Il y a 2 ateliers qui vont être consacrés à cette question-là.